nationale qui nous accueille. C'est une idée originale qui avait été lancée à l'époque par Michel Pénat, paysagiste, que vous connaissez tous, je l'espère. Et c'est porté par la Fédération française du paysage. C'est une fédération qui permet de regrouper les paysagistes concepteurs, de les défendre. Y adhérer, que l'on soit paysagiste ou ami des paysagistes, c'est un acte militant. Donc je vous invite, ceux qui ne sont pas encore membres, à vous inscrire à la FFP. C'est important pour défendre notre profession. On n'est encore pas assez nombreux. Aujourd'hui, on est un peu plus de 700 membres, dont à peu près 300 en Île-de-France. On porte un certain nombre de valeurs que l'on partage au sein de cette fédération et un certain nombre d'actions que l'on défend et que l'on divulgue de plus en plus, puisqu'il y a un réel dynamisme au niveau du national, de la fédération nationale, et ensuite au niveau des régions. En Île-de-France particulièrement. Je vais vous raconter un peu les actualités que l'on a en ce moment. Il y a les expériences de paysage, qui sont des cycles de conférences récurrents, qui nous permettent de créer une mémoire de la profession, chose que l'on fait depuis 8 ans. C'est filmé, elles sont consultables sur Internet. Il y en a aujourd'hui une 60aine que vous pouvez regarder, avec des paysagistes de renom, certains qui ne sont plus parmi nous, mais qui ont porté cette parole qui nous permet aujourd'hui de continuer d'exister. L'actualité en Île-de-France, elle est également au niveau de visites de paysages qui vont s'organiser au mois de juin en Île-de-France, puisqu'on est en train de se mettre avec le cercle visite de paysages promenades urbaines, et sur un volet avec Alphand, puisque c'est le bicentenaire de sa mort, je crois, ou de sa naissance. Naissance, oui, c'est mieux quand même. Il y a également la cellule Métropole Paysage, qui est un nouvel acte très important porté par la Fédération Île-de-France, qui permet de promouvoir la pensée paysagère dans le cadre du Grand Paris, puisqu'on a été absent du discours, ce qui a été porté essentiellement par les architectes. Aujourd'hui, il y a une problématique sur le paysage que l'on porte. C'est en train de prendre beaucoup d'ampleur, ça intéresse beaucoup de monde, vous allez en entendre parler. Également, il y a la loi CAP, qui va faire l'objet d'une formation pour les paysagistes concepteurs, mais également pour les architectes, avec le CROARIF, à laquelle je vous invite à participer. Donc c'est des formations organisées par la FFP. Il y a l'Assemblée Générale de la FFP nationale qui va avoir lieu à Lille pendant 3 jours, du 9 au 12 juin, je crois. Non ? Du 16, 17, enfin c'est de vendredi, samedi, dimanche, c'est la 2e semaine en plus, je crois que j'ai les dates ici. Non, il n'y a pas les dates dessus. 16, 17, 18. Il y a également en ce moment une enquête qui est lancée pour les membres FFP national sur l'international, comment se positionnent les paysagistes au niveau de l'international. C'est une question qui intéresse en termes de prospective et de la raréfaction de la commande publique, puisque la fédération défend l'existence des paysagistes au travers qu'ils puissent travailler. Voilà. En ce moment même, Expérience de paysage est en train d'essaimer, puisqu'il y a une expérience de paysage à Marseille avec Sébastien Georgis, qui est paysagiste conseil, et puis également au CAUE, si je ne m'abuse. Voilà. Donc c'est en train d'essaimer. Le but, c'est qu'on parle partout des paysagistes de plus en plus. Je vous remercie d'être présent, et puis on va laisser la parole à monsieur Jean-Marc Lanton, qui va nous parler du temps du paysage. Merci à vous. Bonjour, merci d'être venu m'écouter. Donc je suis paysagiste, j'ai une agence, j'exerce depuis un bon petit moment maintenant. Et puis donc dans cette conférence-là, j'avais mis un sous-titre qui n'a pas été divulgué, mais qui présente un petit peu ce que je vais développer ce matin, qui était « Et si le paysage était porteur d'un mandat social ?» S'occuper des évolutions du paysage, savoir les maîtriser, point d'interrogation. Dès lors, travailler, entre guillemets, le paysage, pour qui, pourquoi, comment, et surtout pour quand, projet et projection. Donc je vais vous présenter en fait 2 projets. L'un qui a été réalisé, dont on voit une image ici, qui a été réalisé, livré il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et puis un autre qui me tient assez à cœur et qui est, lui, on va dire, plus à l'état de faisabilité pour l'instant.
Voilà, donc le premier projet, c'est un parc qui s'appelle le parc de la Savèze, et donc qui est au pied d'un bâtiment qui s'appelle le Sillon de Bretagne. Donc vous voyez un peu le bâtiment en question. C'est une belle bête, 1 km de long, 100 mètres de haut, 32 ou 33 étages sur la partie la plus haute. Et puis le parc de la Savèze, c'est cette espèce de parc sur l'arrière en fait, de ce bâtiment. Alors dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, il est prévu d'ouvrir en fait le bâtiment dans son milieu et d'ouvrir le parc sur la ville, et un peu plus que ça d'ailleurs. Donc on voit ici l'état du sujet quand on l'a pris, c'est-à-dire au moment où le concours a été lancé. D'ailleurs, il y a une concurrente qui était dans la salle, j'ai vu. Bonjour Laure. Et donc vous voyez un peu zéro biodiversité, des touffes d'arbres, des pieds d'immeubles un peu erratiques, des choses qui ne sont pas complètement avenantes quand même, des rapports entre notamment le bâti et les espaces extérieurs. Bon, ça donne un peu l'image et l'idée de l'importance du bâtiment. Et puis sur l'arrière, en fait, dans ce parc, on a une rivière qui est donc la Savèze, qui est une rivière en fait urbaine. Donc ça veut dire que comme souvent pour les rivières urbaines, elle a été canalisée en amont. Il y a une 50aine d'hectares de bassins versants qui est aujourd'hui entièrement urbanisé en amont avec des plateformes de parking, des zones commerciales, des zones industrielles, etc. Donc c'est une rivière qui est torrentueuse, du fait que dès qu'il pleut, ça vient assez vite en fait dans la rivière, et qui est urbaine au sens où tous les branchements qui sont sur cette rivière ne sont pas extrêmement sains, et en particulier en débit d'étiage, c'est-à-dire l'été, on a une rivière qui est un peu chargée, on va dire. Donc là, on a l'état de la rivière au démarrage du concours. Donc vous voyez ici la rivière qui est un peu chargée. Et puis le parc c'est ça, c'est-à-dire que c'est obstinément tondu. D'ailleurs, on voit même la tondeuse ici. Donc vous voyez l'état de la biodiversité, c'est quand même en effet difficile de faire moins riche. C'est pas parce qu'un espace est naturel que pour autant il est fonctionnellement et biologiquement fonctionnel. Et donc on a quelques terrassements qui ont été faits avec des buttes, quelques arbres en bouquet qui ont été plantés dessus grâce aux économies qu'on faisait à l'époque. On est au début des années 70. Et donc on évitait de transporter de la terre, on la stockait sur le terrain. L'économie qu'on faisait du transport et de la mise en décharge permettait de payer quelques arbres et quelques aménagements. Et après on appelait ça un parc. C'était l'époque en fait des espaces verts. Alors le projet, ça consiste effectivement à rénover le bâtiment lui-même, donc rénovation thermique, et puis rénovation également des logements à l'intérieur. Sur la partie centrale ici, la partie haute, en fait, ce sont des bureaux qui ont été installés depuis à peu près une vingtaine d'années. Et puis ici, attenant en fait à ce bâtiment-là, on a un centre commercial urbain, et ici vous avez en fait une ligne de tramway qui vient desservir en fait le bâtiment. Vous avez cette ouverture qui a été créée avec un pôle petite enfance ici, et puis de l'autre côté en fait une médiathèque. Et voilà, l'enjeu c'était de savoir comment traiter l'arrière de ce parc. Alors ce qui était intéressant sur ce concours-là, c'était que c'était un concours extrêmement léger. Je crois qu'on avait 3 000 ou 5 000 euros de primes, et on devait rendre, en fait, il y avait 5 équipes, et on devait rendre une esquisse, presque plus une méthodologie qu'on rendait en fait sur 3 formats A3. Donc voilà l'état du plan que nous avons rendu à l'époque. Donc ici c'est la partie haute du bâtiment. Ici aujourd'hui il y a des parkings. Enfin hier il y avait des parkings, donc ils ont été démolis et relocalisés dans un parking en stylo. Donc on proposait en fait simplement de faire un peu silence et de calme en pied de bâtiment, en créant un grand verger sous lequel on pouvait sortir directement dans un espace de nature. La rivière ici, on va voir ce qu'on en a fait, on l'a renaturée.
Ici, il y a un groupe scolaire qui existe, qui était obsolète, donc qui a été démoli et reconstruit en fait au fond du parc. Ici, on a un parc, enfin une résidence du 19e siècle qui a été acquis par la ville et sur lequel un projet de nouveau quartier a été créé avec 1 millier de logements à la clé. Ce qui fait qu'effectivement, dans ce parc-là, on se retrouvait avec finalement un arrière qui allait devenir un cœur vert de quartier. Alors ce qu'on avait, le concours avait 2 objectifs. Le premier, c'était de dire il faut qu'on puisse démarrer des travaux rapidement. Donc ça, en général, on sait à peu près faire. Mais l'objectif était également de concerter avec les habitants. Donc là, il faut du temps. Donc il y avait une contradiction au cœur en fait de cette commande. Et ce que nous, on a proposé, c'était d'aménager finalement assez peu le parc en concentrant les aménagements sur ce qu'on a appelé finalement le chemin des écoliers, hein, qui va relier un groupe scolaire ici, un collège plus haut, un gymnase qui était en projet avec un pôle sportif qui existe, et puis encore plus loin un lycée. Donc on est vraiment sur la liaison future, et en plus géographique avec le fond de la vallée ici, le chemin des écoliers. Le fait de concentrer en fait la pression anthropique entre guillemets sur cet espace-là nous permettait du coup de baisser la pression anthropique sur toute cette partie-là. Dans certains endroits, on installait en fait des jardins familiaux qui permettaient, on va dire, d'avoir une présence humaine dans des endroits du parc qui étaient dans un premier temps un peu méconnu, un peu délaissé. Et puis ensuite, ça nous permettait également d'avoir de la place pour pouvoir accueillir en fait des occupations futures, des projections d'habitants, des projets de vergers collectifs, de ruchers partagés, de je sais pas quoi, de jardins pour les enfants, etc. Et donc ce qu'on appelait en fait des jardins attendus. Donc voilà le projet en fait en image de synthèse, hein, donc le verger ici, un parvis qui ouvre sur la ville, les aménagements qu'on va détailler ici qui regroupent en fait les activités humaines, la partie plus naturelle du parc, les futurs logements dont une partie sont déjà connus au moment où cette image est faite, le groupe scolaire ici, et donc cette liaison assez importante qui relie en fait l'ensemble du projet. Alors on a abattu beaucoup d'arbres parce que pour pouvoir créer en fait cet espace-là, on a dû bouger beaucoup de terre et abattre en fait, donc redonner de la lumière, redonner de l'espace, redonner un peu de planéité à ce site-là. Donc on a abattu des arbres, on a rangé soigneusement d'un côté les souches, de l'autre côté les troncs, au milieu les houppiers, alors là les feuillus, là les conifères, avec l'idée qu'on allait les réutiliser. Bon, voilà les travaux en cours, quelques souches qui traînent encore, qui n'ont pas été ramassées. La rivière, qu'on a aussi remis en lumière, j'y reviendrai peut-être. Et puis, donc les terrassements qui donnent un peu l'importance des travaux qu'on a fait sur ce secteur-là. Ici, on est arrivé au fond du jardin des écoliers qui se trouve ici, là, enfin du chemin des écoliers. Et puis, on a le sillon de Bretagne, le bâtiment ici qui est rénové. Bon, on a travaillé tout ça, évidemment, avec des images, pas des images d'ailleurs, des maquettes virtuelles, pour bien caler les choses, les associer. Voilà, ça a été un gros travail de conception. Et puis très vite, ben, voilà la réalisation, donc le parvis ici avec un système de collecte des eaux de pluie, un système d'éclairage qui matérialise volontairement l'axe et l'entrée dans ce parc. Et puis là, on se retourne et on voit ce chemin des écoliers ici, une esplanade qu'on a créée qui permet en fait de venir pique-niquer à côté en fait d'une buvette qu'on a dessinée, qu'on a conçue, qu'on a réalisée aussi. Et ici un jardin de filtration, je vais y revenir, et l'eau qui commence à l'eau de la rivière qui est mise en valeur et qui va rejoindre en fait son lit naturel. Alors ce jardin de filtration, en fait, il est composé de deux éléments. Je développe un tout petit peu parce que c'est assez intéressant. On a des débits de fuite qui sont donc assez pollués, donc entre 0 et 10 litres seconde,
on est assez pollué, donc on a un premier jardin de filtration qui était un système de filtration horizontale, puis un deuxième jardin de filtration qui lui est vertical et qui permet de venir en fait digérer les eaux torrentueuses, donc au-delà des 10 litres secondes jusqu'à 70 litres secondes, puisqu'on a, avec un orage décennal, à peu près 70 litres secondes qui arrivent sur cet espace-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce jardin de filtration, c'est pas forcément quelque chose de moche avec des roseaux. Ça peut être un peu plus avenant que ce qu'on veut bien y croire. Donc, le jardin un an après, en cours d'entretien. La rivière aujourd'hui où on a des eaux qui ne moussent plus, même en débit de fuite, ce qui est déjà pas mal. Et puis en fait les eaux sont de qualité sanitaire, hein, donc elles viennent s'écouler ici dans une espèce de rivière qu'on a remis au niveau du sol. Donc pour faire ce jardin de filtration, on a été chercher l'eau gravitairement assez en amont. Pour ramener ça avec une pente très faible et de façon à effectivement faire valoriser cette eau dans le projet lui-même avant qu'elle retrouve en fait son lit naturel qui est donc à peu près 2 mètres sous le terrain. Alors comme il y a des bureaux, finalement il y a énormément de monde qui vient, c'est très fréquenté, très usé. On a beaucoup travaillé sur la notion de jardinage d'usage avec les services gestionnaires de la ville. Donc, jardiner les usages, c'est à la fois faire en sorte qu'ils se composent bien entre eux. Pour moi, composer aussi étymologiquement, c'est poser ensemble. Donc, c'est pas juxtaposer les choses, c'est bien les mettre ensemble. Et le paysage, c'est vraiment l'art au sens général de la composition. Hein. Il n'y a pas de ferme sans champ, il n'y a pas de bois sans clairière, il n'y a pas etc. Il n'y a pas de colline sans vallée. Bon. Et on a travaillé sur le jardinage d'usage aussi, puisque en fait une des difficultés de ce type d'espace, qui est en fait un espace à la fois très fréquenté, mais en même temps où il n'y a pas de voiture, il peut y avoir des dérives d'usage. Donc on a anticipé ces choses-là avec un maître d'ouvrage qui a été extrêmement plaisant d'ailleurs tout au long de l'opération, extrêmement actif. Bon, je parle de jardinage d'usage parce que nous qui sommes jardiniers, on sait très bien que si on met des mauvaises herbes sur un terrain sans l'entretenir, si on met des bonnes herbes sur un terrain sans l'entretenir la première année, sans le biner, on sait très bien qu'à la fin, on n'aura que les mauvaises herbes. Donc en fait, à la mise en place d'un projet, c'est le moment justement de venir aussi un peu biner les usages pour faire en sorte que les bons usages s'installent naturellement. Donc par exemple, ici, sur ces tables-là, ça veut dire que tous les soirs, il faut venir les nettoyer quand même. Sinon, assez vite, ça devient moins intéressant de venir pique-niquer. Vous avez ici la buvette, on voit le parvis. On est sur la promenade, le chemin des écoliers. Donc en fait, l'esplanade est là-bas. À côté de l'esplanade, où les parents peuvent venir déjeuner tranquillement, on a mis les jeux pour les petits, et puis ensuite les jeux pour les grands, et puis des jeux pour les encore plus grands. Vous voyez qu'il y a aussi une certaine mixité de population sur cet espace-là. Évidemment, il y a des éléments de confort qui comptent, comme les bancs de fontaine. On s'est amusé aussi à inventer en fait des jeux d'eau tout simples avec simplement des sprinklers qui giclent, on ne sait pas bien où. Donc en fait, il suffit d'appuyer sur le bouton. Pas de problème sanitaire parce que tout ça serait un filtre en fait dans du gravier. La rivière étant finalement assainie, il y a aussi des gamins qui s'amusent à aller patauger dedans. Voilà, il y a des petits qui se testent sur l'escalade. Et puis ici, voilà, au fond du chemin des écoliers, un théâtre de verdure, puisque c'est un endroit où on peut faire du bruit avec, pour la petite histoire, les équipements qui vont bien pour l'électricité. Et mettre de la sono assez puissante. Et puis vous voyez ici, au-dessus de ce terrain-là, des jardins familiaux, donc 70 parcelles qui ont été installées. Alors au pied de bâtiment, on est plus dans un espace calme avec quelques endroits comme ça sur les pelouses, sous le verger. Et vous voyez ici en fait le parking silo.
Voilà, donc les gens peuvent descendre, courir un peu. Il y a quelques vrais fruitiers au milieu. C'est assez difficile de créer des vrais vergers qui ne soient pas démolis par la tentation d'aller chercher les branches, chercher les fruits un peu trop tôt. Et donc, vue d'ensemble en fait de ce parc, avec un petit clin d'œil sur la question de la sécurité, parce qu'en fait, un espace vert public, on a forcément des problèmes de fantasmes sur la question de la sécurité, et ça allait aussi dans le sens du projet de dire, au fond, on va concentrer les usages sur cet espace-là pour avoir de la cosurveillance, pour favoriser en fait la cosurveillance. La vie collective, la vie sociale, l'autocontrôle. Et puis ici, alors ce sera éclairé la nuit et surveillé, donc accessible aussi pour la police. Et puis ici, par contre, cet espace-là, lui, il ne sera pas éclairé la nuit et on ne va pas forcément y favoriser les traversées nocturnes ou la vie nocturne. On ne va pas non plus les empêcher. Mais pour arriver à tenir ce discours-là, on a en fait volontairement ceint la totalité de cet grand espace plus calme de dénivelé, de murs, alors soit des murs de soutènement d'1 mètre de haut, soit de fossés comme on peut avoir au fond là-bas, qui permettaient en fait d'avoir quelques seuils qui desservaient cette partie plus naturelle. Et ces quelques seuils en fait peuvent être délimités en fait par des portails et des portillons si nécessaire. Ce qui fait qu'effectivement du coup on pouvait évacuer en fait du débat des sujets qui auraient pu polluer le projet assez longtemps. Donc voilà ici l'esplanade, un mur d'expression qu'on a conservé, la butte derrière qu'on a traité en lande. Et puis les enfants courent un peu dans cet espace-là. Et de l'autre côté, du coup, dans cette partie plus naturelle, on peut d'un seul coup lâcher la pression à la fois anthropique, la pression de gestion. On peut avoir des espaces beaucoup plus... Vous voyez, le petit gamin qui a ramassé un bâton. Voilà, on a demandé à personne de poser dans ce projet, je vous rassure. Alors ici, par exemple... ça, c'est une butte qu'on a engraissée avec la terre qu'on a poussée en fait du site. Or, on avait sur la terre qu'on a remuée, on avait assez peu de terre végétale en surface, donc on l'a mis précautionneusement de côté, et donc on a régalé cette terre-là, et on s'est dit avec Raphaël Zumbil, qui est l'écologue avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme milieu avec cette terre, en essayant de ne pas remettre la terre végétale, d'économiser la terre végétale, et on s'est dit que finalement, terre pauvre, autant faire une lande. On avait un pH très légèrement acide, donc on a décidé de prendre les têtes des conifères, de les broyer. Alors on avait déjà prévu de les broyer, mais de les régaler en fait sur cette lande, et donc de faire ce qu'on appelle du bois ramé fragmenté, qui vient en fait conforter l'acidification de cette butte. Et qui permet de planter. Alors, une lande, c'est génial à installer, parce qu'on plante des genêts, de l'ajonc, de la fougère à aigle, bon, quelques plantes un peu plus sensibles comme les bruyères, par exemple, mais c'est des invasives. Donc on peut vraiment avoir un résultat très, très rapide. Donc voilà nos petits gamins qui s'amusent. Les jardins familiaux, on a aussi dessiné les cabanes. Bon, voilà. On a aussi remis en tétard des haies d'arbres, donc des haies bocagères qui étaient abandonnées depuis une 40aine d'années. Donc c'est aussi techniquement assez compliqué. On a fait venir un peu un spécialiste là-dessus. Voilà, on a drainé en fait une plaine de jeu qui nous a permis de récupérer des eaux qui alimentent ici une réserve d'eau sur laquelle il y a une pompe à main qui fonctionne toujours d'ailleurs. Quelques barbecues au milieu des jardins familiaux, mais aussi sur l'esplanade. Une pergola, le paysagiste qui est content de montrer ses œuvres. Des composteurs collectifs, et il y a aussi des parcelles collectives, notamment pour aller cultiver par exemple les pommes de terre.
Les troncs d'arbres, on les a fait débiter sur place en faisant venir une scierie mobile. Et cette scierie mobile nous a permis en fait de réaliser des plots qu'on a donc dressés de cette façon-là, de façon à ce que sur quelques endroits où on avait en fait des peuplements intéressants et potentiellement qu'on pouvait renouveler. Donc on a fait des enclos qu'on a appelés des éco-box, qui sont des enclos qui, on va dire, protègent et redéveloppent la biodiversité. Donc on a aussi mis quelques plantes pionnières pour pouvoir venir en fait accompagner la dynamique à retrouver sur ces espaces-là qu'on a un peu éclaircis d'arbres. Voilà. Entre ces espaces-là, on a des lieux qui ne sont pas affectés et qui étaient justement les lieux en attente de programme. Sauf que on sait aussi que l'émergence de programmation, c'est toujours quelque chose qui prend du temps. Et donc, quand on a livré le parc, on n'avait finalement qu'un seul programme qui était venu, on va le voir. Et dernier point, ce qui est intéressant avec ce système de clôture, c'est que ça permet à la petite faune de continuer à circuler, d'avoir des endroits pour pouvoir se réfugier. On a travaillé aussi avec un scénographe sur la communication autour de ces espaces-là. En terrassant la plaine de jeu, on a fait quelques pièges à eau qu'on a assumés, donc qui font des mares éphémères. Enfin, une partie est pérenne et une partie est éphémère. Et puis on s'est amusé à faire quelques dossiers comme ça ici ou là, un peu d'herbe tondue, des endroits comme ça où on récupère une souche, on met un banc, ça crée des endroits un peu improbables. Donc le seul programme qui est arrivé, finalement, c'est un programme de beach volley. Voilà, alors c'est un peu terrible. On invente du volley sur la plage, puis après, il faut créer des plages en pleine terre. Bon. Voilà, mais en même temps, voilà, on a des troncs qu'on a aussi disposés pour faire quelques bancs assez simples. On est ici sur la butte des Landes. Sur cette butte ou ailleurs d'ailleurs, il y a des petits endroits comme ça avec un banc, une placette, un peu de mobilier, toujours le paysagiste qui est content de lui. Voilà, un hamac qui est occupé sous les pins, donc il y a quelques hamacs aussi disposés comme ça. Et voilà, de la signalétique, de l'orientation, un peu de protection, voilà. Il y a des fêtes aussi, donc c'est un espace qui a une capacité à digérer finalement la pression anthropique bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, donc avec les fêtes de quartier, interquartier maintenant d'ailleurs, qui se déroulent là-dessus, avec des éclairages nocturnes qu'on avait aussi installés. Voilà, et donc en quelques images, l'histoire de ce projet. Les terrassements. Voilà, on a quand même pas mal secoué le site. On voit bien que quand on parle d'aménagement, ça passe souvent par une phase sans ménagement, de A privatif, ménagement. Et le projet quasiment fini. Alors voilà, je suis assez content de ce projet-là, donc, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais en fait, la question c'est... est-ce que, quand on a fait un projet comme ça, est-ce qu'on a fait finalement du paysage? Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'un simple parc, ça fait du paysage? Est-ce qu'en faisant un petit morceau de ville, on fait du paysage? Est-ce qu'on fait des démonstrations pour orienter et trouver des solutions pour travailler sur le grand paysage? Voilà, je ne sais pas, parce qu'on continue à voir se modifier nos campagnes, on continue à voir les villes qui s'étendent, même si le phénomène est un peu moins violent aujourd'hui, on continue à voir disparaître les champs sous les lotissements, on continue à voir disparaître les plaines maraîchères sous les extensions commerciales. On voit des fermes qui deviennent de plus en plus grandes. On voit des bâtiments agricoles qu'on ne sait plus insérer. On voit des éoliennes qui viennent, on va dire, scarifier nos horizons, avec des hauteurs d'ailleurs de plus en plus vertigineuses.
Voilà. Donc en fait, la question que je me pose, et que je me pose depuis longtemps, et je pense que je suis pas le seul d'ailleurs, hein, donc je pense que c'est une question qui est commune en fait à la plupart des paysagistes, c'est en quoi nous, paysagistes, arrivons-nous à peser, voire à œuvrer dans ces transformations. Donc finalement, en quoi les paysagistes font vraiment du paysage? Voilà une des questions que je voulais partager avec vous, sur lesquelles je réfléchis depuis un petit moment. Alors pour ça, il faudrait déjà être un peu plus clair sur ce que c'est que le paysage. Est-ce que c'est un sentiment, une émotion, un fait sociétal? Est-ce que c'est un processus, un système productif? Voilà. Et donc, je vais ici vous amener sur des sentiers comme ça que j'ai balisés pour essayer d'y voir plus clair sur ce thème-là. Bon, c'est des détours qui peuvent paraître surprenants, mais vous allez comprendre que finalement, c'est assez éclairant. Alors d'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le mot paysage, tel que nous l'utilisons, le concept lui-même est très récent. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 60, on y reviendra, pratiquement ce terme-là n'était pas utilisé, en tout cas pour qualifier ce que nous, on appelle paysage. Donc comme j'ai eu l'occasion d'y réfléchir un peu, moi j'en suis arrivé quand même à l'idée que pour ce qui me concerne, le paysage, c'est le résultat de l'action de l'homme sur son territoire pour le rendre plus habitable, en tout cas en Europe, et depuis à peu près, on va dire, la nuit des temps, c'est-à-dire quasiment la sédentarisation de l'homme. L'homme intervient en fait sur son territoire naturel pour le domestiquer, pour pouvoir mieux y circuler, pouvoir mieux se protéger, pouvoir faire en sorte qu'il soit plus fertile, pouvoir faire en sorte qu'il produise davantage, pouvoir faire en sorte qu'il puisse s'y réunir, se rencontrer. Voilà, et ça, c'est un phénomène qui est un phénomène, on va dire, pour le moins européen. Il y a un paysagiste ou un chercheur qui s'appelle John Brinkerhoff Jackson aux États-Unis qui a beaucoup réfléchi en fait sur ces questions-là et qui définissait en fait le paysage comme un manteau d'humanité jeté sur le sol. Ce qui est une très belle définition qu'il donnait déjà dès le milieu des années 80, au moment où je pense que nous, paysagistes, on n'est pas tous très clairs sur ce que c'était que le paysage. Mais le paysage, c'est pas que cela. Notamment parce que quand on regarde dans quel contexte on utilise ce mot, par exemple, moi je suis assez étonné de voir qu'on utilise ce mot-là, par exemple, pour parler de paysage politique, pour parler de paysage audiovisuel, notamment. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette utilisation-là qui pourrait nous éclairer et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en fait de commun entre l'usage de ce mot-là dans ces domaines-là et avec la question du paysage? Le mot paysage politique, en fait, vient qualifier un environnement qui évolue en fait dans les discours, évolue autour de la question de la politique. Les actions politiques évoluent et elles évoluent d'une certaine façon avec des sondages, avec des votes. Alors on est en plein dedans en ce moment, donc on le voit quand même aussi pas mal évoluer. Et donc il y a cette notion que finalement le paysage politique, on contribue tous à le faire évoluer, on contribue tous à le rendre existant. Vous voulez davantage de sécurité, je vais vous donner du discours sécuritaire, pas forcément d'ailleurs beaucoup plus de sécurité. Vous voulez plus de social, je vais vous vendre plus de social. Vous voulez plus de culturel, je vais développer le culturel, etc. Pour ce qui est du paysage audiovisuel, c'est la même chose. C'est-à-dire que Médiamétrie mesure le souhait des uns et des autres. Et puis, si on veut plus de télé-réalité, on va avoir plus de télé-réalité. Si on souhaite, alors quand je dis pas on, c'est que si la demande est plus forte en télé-réalité,
Médiamétrie va le mesurer, et comme derrière, en fait, il y a des recettes publicitaires très vite, en fait, le système productif dans son ensemble va se mettre à produire davantage de ce qu'on demande. Si on veut plus de séries américaines, on va avoir plus de séries américaines. Si on veut plus de production et d'exposition de conférences, on aura plus de production de séries et de conférences. Là aussi, finalement, le paysage audiovisuel, on contribue tous finalement à le faire évoluer, à le façonner. Et c'est toute la somme de nos demandes individuelles qui va en fait faire en sorte que ce paysage évolue. Alors il y a derrière ça aussi le fait qu'à un moment, quand on prend du recul, on voit cette image. C'est-à-dire qu'on voit l'image qui est l'image de la société. C'est une image sociale. C'est-à-dire que le paysage politique nous parle clairement de l'image sociale en matière de politique. L'image sociale que l'on demande, qu'on l'on souhaite, nos aspirations. Est-ce qu'elles sont authentiques? Je ne sais pas. Dans le paysage audiovisuel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que cette demande sociale donne une image des souhaits de la société et donc finalement, par ricochet, donne une image aussi de la société. Alors, on voit bien qu'il y a un petit rapport avec le paysage tout court, puisque dans le paysage tout court, on va avoir exactement la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on contribue tous, par nos actions individuelles, à faire évoluer le paysage. Et comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que le paysage, c'est le résultat de l'action de l'homme sur son environnement naturel depuis la nuit des temps, cette action continue pour d'autres raisons, peut-être pour des mauvaises raisons, je ne sais pas. Mais on continue effectivement à avoir besoin de se déplacer davantage, on continue à avoir besoin d'aller davantage faire les courses, je sais pas quoi, en périphérie. On continue de nouveau peut-être aussi à avoir envie davantage de vivre en ville. Donc il y a des phénomènes aussi qui se contrebalancent. Mais ce qu'on voit bien, c'est que derrière le mot paysage, il y a aussi l'idée qu'on parle de l'image, de l'action d'une société sur son territoire. Action d'une société qui aujourd'hui n'est plus complètement concertée. C'est-à-dire que l'action de cette société, elle est finalement la somme d'actions individuelles, la plupart du temps. Ce qui pose évidemment forcément une vraie question, c'est comment peut-on avoir prise, nous paysagistes, sur des choses qui sont fabriquées par chacun d'entre nous. Mais si on va un peu plus loin, le paysage, c'est pas que ça. En fait, il y a trois exceptions. Il y en a déjà une qui est celle-là. Il y en a une autre qui consiste à considérer qu'effectivement le paysage, c'est aussi un processus d'aménagement, le résultat d'un processus d'aménagement, donc c'est aussi une production concrète. Et cette production concrète, elle est aussi en parallèle de cette image globale qu'on peut percevoir. C'est-à-dire, par exemple, si on faisait le parallèle entre paysage politique, c'est-à-dire qu'on parle du paysage, de l'image sociale en matière de politique, alors on devrait parler de paysage paysager pour parler de l'image sociale en matière de paysage. Or, on ne parle pas de paysage paysager, mais par exemple aussi, pour reprendre dans l'autre sens le terme, on pourrait parler d'un paysage politique grandiose ou un paysage audiovisuel banal. Or, comme on parle d'une image sociale, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas en fait d'un morceau concret, on parle bien d'une image qui vient en fait chapeauter cet ensemble-là. Donc l'acception de ce concept est au moins double. On verra qu'en fait il est triple. Donc il y aurait d'un côté finalement le paysage tout court, donc ce que nous avons sous les yeux, qui est un paysage concret, et puis un paysage qui nous parle, qui est plus mental, plus intellectuel, qui nous parle en fait du reflet de l'action de notre société sur le territoire, et donc du coup aussi de la légitimité ou de la valeur qu'on donne à cette action sociale. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, je vais vous lire un texte que j'adore, qui est en fait extrait enfin, c'est Henri Cueco qui l'a écrit en 1982. Henri Cueco avait été chargé en 82
de rédiger, enfin de réfléchir à la naissance du concept de paysage. C'était tout nouveau, c'est émergé dans les années 70. Le ministère de l'Environnement, qui a lui-même été créé en 1971, avait donc chargé Queco de réfléchir à ça. Bon, comme il écrit très bien, Queco, c'est à la fois le peintre et l'artiste contemporain, et en même temps celui qui écrit Dialogue avec mon jardinier. Donc il écrit ceci, alors ça prend 2-3 minutes quand même, cette lecture. Mon plus proche voisin, Louis Y, est agriculteur en retraite. Depuis que sa mère et son frère sont morts, il vit seul. De temps en temps, Louis traverse la route et vient chercher un peu de compagnie au cours de séances de travail sur le motif devant mon paysage du Pouget que je suis en train de peindre ou de dessiner. Il s'assoit sur le pré à mes côtés. Après avoir roulé une cigarette, observé mon activité pendant un moment, il parle. Il commence toujours la conversation par la même observation qui résume sa bienveillance et sa perplexité. Il faut de la patience. Puis il dit ce qui le préoccupe, le temps, la maladie, la mort, celle d'un voisin ou d'un parent, un bokeh, une noce, le cours des animaux à la foire, le prix des choses comparé au prix d'avant-guerre. J'essaye de répondre, mais en fait, deux conversations parallèles s'installent, à la limite de l'absurde. Nous parlons chacun pour notre compte. De temps en temps, je l'observe, il cligne des yeux vers mon dessin, fait des grimaces qui traduisent sa perplexité, grimaces qui accentuent l'inertie d'une prothèse mal adaptée. Sans doute découragé par mes silences ou par mon incapacité à relancer le débat sur la baisse du cours des bestiaux ou la montée du prix, il se retire après avoir réitéré en aparté que pour faire ça, il faut vraiment de la patience. Au cours d'une de ces visites, tous les deux, face au paysage, j'essaie de l'intéresser à mes problèmes. Je lui parle du paysage, je lui désigne du doigt et lui précise que je le trouve beau. Je n'obtiens aucune réponse. Je récidive, mais mon sujet n'accroche rien. Je l'entends qui tire sur sa cigarette. Je lui demande enfin, me mettant face à lui, « Louis, comment dis-tu il est beau ce paysage ?» Il me regarde et je comprends que je lui pose un problème difficile. Après un long silence encore, il déclare enfin, Es bravé lo pays, on dit. Je viens de comprendre. Le mot paysage n'existe pas en occitan. Il n'apparaît d'ailleurs dans la langue française qu'à la fin du XVIe siècle, et encore sous des formes, enfin là c'est mon commentaire, sous des formes qui ne sont pas celles qu'on a aujourd'hui. L'incompréhension de départ n'était pas seulement due à l'habituelle difficulté de langage, mais à l'incompréhension du concept même de paysage. Le paysage, pour lui, pour les gens, c'est le pays. J'étais pris à contre-pied. Après un long silence, j'ai voulu préciser à Louis quel était mon territoire, ce que je voyais. J'ai dit « c'est beau ce jaune là-bas », en désignant un champ de colza ou de navets en fleurs rutilant sous le soleil, éclairé par un rayon entre deux nuages, un éclairage de music hall. Il a immédiatement traduit le message terme à terme, et ça a donné « c'est chez un tel, il fait du colza, il ne vaut pas grand-chose ce champ ». Sur la couleur du champ, il n'a rien dit. Sans doute avait-il entendu cette qualité comme moyen pour moi, en toute ignorance, de l'identifier et de le désigner. Mon discours qui faisait de la couleur une propriété en soi, une qualité particulière des objets susceptibles d'être abstraits d'un ensemble de propriétés, se heurtait à sa conception du monde, d'un monde qui existe concrètement et qu'il est nécessaire de connaître complètement pour le modifier, le cultiver. La couleur n'est alors qu'un des avatars d'une propriété éventuelle, d'un objet définissable par la prise en compte d'une plus grande quantité de propriétés, et parmi elles d'autres, que la couleur, plus fondamentale à ses yeux, justifiant l'effort de l'homme au travail. Il a précisé simplement ce qu'il me croyait incapable d'identifier et qu'il était élémentaire de savoir, la nature de la culture, le colza. Pour ce qui était du champ, je compris par la suite et par les précisions qu'il en donnait qu'il était à la fois mal situé, en pente, donc difficile à travailler et qui plus est de mauvaise terre. Il n'était donc pas question dans sa logique d'accepter qu'il puisse passer pour beau. C'est que la beauté d'un champ, ce n'est pas sa couleur ni sa forme relativement à d'autres couleurs ou d'autres formes environnantes, comme dans un paysage peint, mais un certain nombre de qualités associées à sa fonction, sa situation, son horizontalité, sa régularité, la qualité de la terre. Voilà ce qui, dans sa culture, aurait pu lui permettre de me concéder de la beauté. En fait, il aurait dit, c'est un bon ou un mauvais champ. Fin du texte de Queco, qui rend bien compte, en fait, simplement du hiatus qu'il peut y avoir entre, par exemple, mes grands-parents, mais je pense que les grands-parents ou les arrière-grands-parents de la plupart d'entre nous,
qui ne voyait pas en fait du paysage dans le paysage, qui voyait, qui n'avait pas la distance suffisante pour être capable en fait de penser paysage. Ils étaient en fait simplement dans l'idée d'améliorer leur territoire progressivement et de le faire en général en plus collectivement. Lui, Henri Quécol, il est étranger en fait à ce système-là. Il voit le paysage, comme c'est pas pour lui un processus d'aménagement, il le voit comme étant fixe. Il ne voit plus comme un résultat. Et encore, pour que ce soit un résultat, il faudrait qu'il y ait un processus. Donc il voit en fait ce paysage comme la surface finalement des choses. Certes, il y attache de la profondeur, mais il ne voit pas cette profondeur. Il ne comprend pas, par exemple, aussi qu'un paysage, ça s'entretient en permanence, et dès lors qu'on arrête de l'entretenir, il change de nature. Voilà. Mais dans l'autre sens, pourquoi le paysan, lui, ne voit pas le paysage ? C'est une question que maintenant on peut inverser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle les paysans ne voient pas le paysage. Ces paysans-là ne voyaient pas le paysage, franchement. Hein. Alors, d'ailleurs, Augustin Berg, dans son ouvrage qui s'appelle « Les raisons du paysage », on est en 95, allait jusqu'à considérer que les civilisations nomades, comme d'ailleurs les civilisations médiévales, le paysage ne pouvait exister. Donc on est à peu près d'accord sur le constat. Alors la notion l'apparition de la notion de paysage nécessitait d'ailleurs chez lui, pour Augustin Berg, en fait, un développement social au sens large. Et donc à ce titre, il y avait bien pour lui des sociétés paysagères et puis des sociétés qui ne l'étaient pas. Alors je me suis interrogé, moi, sur finalement quelles étaient les conditions pour que le paysage émerge. Ce concept, en fait, qui nous est familier aujourd'hui. Alors moi, j'en vois 4. La première condition, c'était pouvoir faire apparaître simultanément plusieurs paysages, c'est-à-dire pouvoir les comparer. Ce qui veut dire qu'il faut avoir à minima la facilité du voyage. Si vous avez toujours habité dans votre terroir, comme la plupart des vieux paysans, vous ne savez même pas qu'à côté, en fait, le monde peut être différent de celui que vous avez sous les yeux. La deuxième condition, c'est de pouvoir représenter le paysage, c'est-à-dire rendre possible le fait de comparer et de voir en même temps, au moins mentalement, deux paysages. Donc ça nécessite notamment en fait, de commencer à développer des outils de représentation du paysage, on va y revenir. La troisième condition, c'est que, et là on le voit avec Quécol, c'est que d'une certaine façon, pour voir le paysage, il faut aussi, le voir tel que le voit le grand public, c'est qu'il faut être aussi externe à la production du paysage, c'est-à-dire qu'il ne faut plus être en fait impliqué concrètement dans cette production, il ne faut plus le regarder comme un processus, mais il faut le regarder comme un résultat. Voilà. Alors j'ai dit 4 conditions, je reviendrai sur la 4e. Donc la première condition, donc avoir la facilité du voyage. Paradoxalement, les premiers qui ont la facilité du voyage, c'est les marins. Et en particulier les marins dès la fin du XVe siècle, donc effectivement, notamment les Vénitiens et les marins de Hollande, donc de Flandre. Puis ensuite, il va y avoir les routes qui vont se développer au XVIIe, XVIIIe siècle, le chemin de fer au XIXe siècle, développement des routes automobiles XXe siècle, l'avion maintenant, etc. Donc cette première condition, finalement, elle existe sensiblement depuis le XVe, XVIe siècle. La deuxième condition, donc représenter le paysage, en fait, on s'aperçoit qu'elle est un peu liée à la première, c'est-à-dire que les premiers peintres qui vont représenter le paysage, c'est les Vénitiens. Donc ça, on peut le voir, par exemple, à la galerie de l'Académie à Venise. Il y a Bellini, Carpaccio, Barbarelli, etc. Et dès 1480, c'est-à-dire dès la fin du XVe siècle, on est déjà en train, derrière des personnages de premier plan, de représenter en fait des campagnes parfaitement cohérentes dans leur construction. Et puis ensuite en Flandre, on va être là dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, avec des ventes de Veynes, Avercamp, Ruysdael, etc. Donc ça c'est pareil, on peut le voir au Grand Musée d'Amsterdam, le Rijksmuseum.
Puis ensuite, il va y avoir dans la représentation les cartes de Cassini qui arrivent en 1740, les chasses du roi, le cadastre napoléonien début du 19e. Bon. C'est bon? Non, c'est pas bon? C'est bon? Bon. Voilà, donc, et puis ensuite on va avoir aussi, par exemple, les exercices de composition des ingénieurs des ponts à l'école des ponts dès le début du 19e siècle. Et puis bon, bah, maintenant, les photos aériennes, etc. Et la troisième condition, donc, c'est être externe à la production. C'est un phénomène qui commence à se constituer dès... Alors là, je renvoie au bouquin sur l'histoire du paysage français de Jean-Robert Pitt, qui commence à se constituer en fait dès la fin du XVIe siècle, pardon, dès le début du XVIIe siècle, avec les phénomènes de cour, où en fait, pour pouvoir se libérer du temps pour aller à la cour, en fait, les aristocrates qui étaient davantage des chefs métayers qu'autre chose commencent effectivement à s'externaliser en fait du système de production, à déléguer en fait le travail direct sur leur domaine et à être plus finalement des chefs d'entreprise qu'autre chose, et donc se dégager finalement concrètement de cette production. Et c'est en même temps les mêmes qui vont d'ailleurs se mettre à parcourir les routes et aller découvrir les paysages. Alors, finalement, si ces trois conditions suffisaient pour l'émergence de la notion de paysage, alors les premiers qui auraient dû comprendre que le paysage, faire émerger le concept de paysage, ça aurait dû être les marins vénitiens puis de Flandre dès le 15e, 16e, 17e siècle. Ça aurait dû être les aristocrates à la cour au XVIIe, au XVIIIe siècle, sauf que ça ne s'est pas produit. La notion, le concept de paysage n'émerge pas à ce moment-là, il émerge en fait à la fin des années 60. Donc il manque quelque chose, une quatrième condition, qui elle est fondamentale à cette émergence, qui est le fait que le paysage ça évolue. Alors quand je vous parlais tout à l'heure en fait du paysage politique ou du paysage audiovisuel, eh bien il y a l'idée que dans ce concept-là de paysage politique, de paysage audiovisuel, de paysage tout court, eh bien, que le paysage évolue. Or, le paysage commence à évoluer de façon significative, on va dire à la fin de la reconstruction, c'est-à-dire que toute la période de la reconstruction jusqu'à la fin des années 50, on est un peu dans l'affolement pour arriver à rétablir les logements, héberger les gens, etc. Et on a du mal à faire face à la demande. Donc, mais on va mettre en fait au point un système productif de transformation du territoire qui, lui, ensuite va continuer, alors je dirais pas en roue libre, mais qui va ensuite se consacrer à finalement faire davantage d'infrastructures, créer finalement des tours, des quartiers plus hauts, des cités, qui va faire de remembrement. Et donc ce système-là va continuer à exercer, à transformer nos paysages et de façon de plus en plus, on va dire, radicale. Et en même temps, dans ce phénomène-là, il y a autre chose qui se passe, c'est que comme on est mécanisé et qu'on est puissant et qu'on doit aller vite, eh ben, la matière grise, c'est-à-dire que ce qui permettait de réfléchir, la réflexion qu'on avait sur les aménagements va aussi diminuer, puisque d'une part, il faut aller vite, et d'autre part, que si on fait des erreurs, on pourra toujours les réparer, puisque... voilà. Donc c'est sensiblement l'émergence, pour être un tout petit peu caricatural, correspond à, on va dire, l'envahissement de nos campagnes par les tracteurs, de nos villes par les voitures, de nos bâtiments par des ascenseurs, et de nos chantiers par des bulldozers. Tout ça, ça se passe en fait dans les années 60. Alors, pour montrer que ce mot-là n'existe pas, par exemple, on connaît bien l'anecdote de Louvrier, donc ministre de l'équipement de Gaulle,
De Gaulle l'amène en hélicoptère en 1961, lui fait survoler la région parisienne et lui dit de l'ouvrier, remettez-moi de l'ordre dans ce bordel. Et donc ça va être la naissance en fait des villes nouvelles, mais on ne parle pas de paysage, on ne parle toujours pas de paysage à ce moment-là. Ferrat, Jean Ferrat, dans la chanson La Montagne, nous parle en fait de tous les maux qui affectent en fait le monde rural. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, etc. Les vignes qui courent dans la montagne, voilà, les murettes qui ne seront plus montées. Bon. Tout ça, tous ces mots-là sont dits, mais on ne parle que d'une chose, on parle du pays, on ne parle pas encore du paysage. Donc le paysage, finalement, va émerger à la fois comme symptôme de ça et en même temps comme problématique. C'est un symptôme parce que on voit que les aspirations d'une société amènent à des transformations qui ne sont pas forcément des transformations désirées. On a du mal à représenter nos paysages contemporains comme étant de beaux paysages. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, John Brinkerhoff Jackson fait la différence entre le paysage vernaculaire, donc le paysage traditionnel, et le paysage contemporain. Et il émerge aussi comme problématique, puisque la question qui nous est posée, c'est au fond, comment peut-on maîtriser ces évolutions ? Et dès lors, cette quatrième condition, qui consiste à comprendre que le paysage évolue, voire même que parfois le paysage est même conçu comme devant être obsolescent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des aménagements d'espaces publics, on a du mal à imaginer qu'ils vont dépasser la vingtaine d'années d'espérance de vie. On conçoit des bâtiments industriels qui eux-mêmes sont, dès leur conception, dans l'obsolescence. Donc il n'y a pas que les bâtiments industriels, les zones commerciales aussi. Donc en fait, à un moment, on bascule clairement de l'idée que finalement le paysage, qui était en fait un état stable, devient un état métastable et qui sera en fait finalement dans une instabilité constante. Et c'est à ce moment-là, donc à la fin des années 60, que naît finalement une demande sociale qui va émerger à peu près partout en même temps en Europe, qui est au fond la demande de créer un métier. Il nous faut un métier, il nous faut des professionnels pour être capable de s'occuper de cette chose-là. Alors on va créer effectivement des formations de paysagistes. Alors il y a bien quelques formations qui sont préexistantes, notamment au Danemark, mais à peu près partout en même temps, en fait, en Europe, va se créer des formations de paysagistes. Alors moi, quand j'étais jeune paysagiste, donc dans les années 1880, peut-être une centaine d'années après, peut-être, j'étais toujours étonné, en fait, de la différence de culture qu'on pouvait avoir entre des jeunes paysagistes de, je sais pas quoi, anglais, des jeunes paysagistes italiens, des jeunes paysagistes espagnols. J'ai eu l'occasion d'être dans différents regroupements de jeunes paysagistes et on ne parlait pas de la même chose, on ne pratiquait pas de la même façon. Alors, pourquoi ? Parce que finalement, ce qui va se passer suite à cette demande de création de formation de paysagistes, c'est que la société va essayer de chercher des endroits fertiles pour la naissance de ces professions-là. Alors en Espagne, l'endroit qui était fertile, c'était plutôt les métiers de l'architecture, les formations des architectes. En Angleterre, c'était plutôt les universités de sociologie. En Allemagne, c'était plutôt les ingénieurs de l'aménagement. Le Danemark était pionnier, ils étaient déjà un peu en avant sur cette question-là, ils étaient un peu dans la culture des aménageurs. En Italie, c'est plutôt dans les universités d'urbanisme. Aux Pays-Bas, c'est plutôt dans les formations de planification. Et en France, ça va être dans une école de jardiniers qui est l'École nationale supérieure d'horticulture. Et en fait, chacune de ces formations va colorer finalement les pratiques des professionnels du paysage à travers l'Europe. Et ça va les colorer durablement
puisqu'il va falloir attendre à peu près 3 décennies pour que, en l'an 2000, la Convention européenne du paysage arrive à faire une synthèse finalement de ces différentes approches. Alors dans un premier temps, en Espagne, on va plutôt travailler dans des espaces, les paysagistes vont plutôt travailler dans des espaces publics urbains. En Angleterre, ils vont plutôt essayer de faire des projets autour de la notion de concertation. En Allemagne, assez vite, en fait, l'ingénierie de l'aménagement va être, on va dire assez matinée de paysagisme. En Italie, on va être dans une planification dont moi j'ai pas vraiment compris d'ailleurs les finalités ni souvent d'ailleurs l'atterrissage. Aux Pays-Bas, en fait, les paysagistes vont rentrer en fait dans les systèmes de planification puisqu'ils ont cette culture-là depuis fort longtemps. Et en France, en fait, on va rentrer par le biais des jardins puis des espaces publics. Alors, la formation de Versailles, qui va finalement de la planche à dessin à la planche de jardin, va donner finalement une opérationnalité assez grande aux paysagistes et va faire en sorte que cette formation va être assez rapidement démonstrative. Un grand exemple ici. Salut Jacques. Voilà. Mais pour autant, donc les paysagistes français vont se forger assez vite en fait des outils opératoires, puisque un métier aussi, on peut dire qu'un métier commence à exister à partir du moment où ce métier a développé ses outils. Si je prends un exemple entre, par exemple, un ébéniste et un charpentier, si je demande à un ébéniste avec ses outils de me faire une charpente, il va avoir du mal. Et réciproquement, si je demande à un charpentier de me faire une commode avec ses outils, il va avoir du mal. Et pourtant, tous les deux travaillent le bois. Eh bien, c'est un peu de la même façon que les paysagistes ont dû se forger des outils qui étaient différents de ceux des architectes, même si tous les deux travaillaient l'espace et tous les deux travaillaient finalement avec les mêmes systèmes même processus en fait de projet, donc avant-projet, projet, etc., etc. Donc ça a pris quelques temps, mais c'était assez vite en fait en France, et donc du coup l'école française a été assez vite reconnue. Alors du coup, ce qu'on voit, c'est que le paysage est à la fois une pratique, d'un côté, qui est plutôt une pratique, on va dire, opératoire, mais pas forcément à l'échelle du paysage. Et puis, à l'autre bout, c'est une image globale, et en même temps, c'est des morceaux de territoire aménagés. Alors ça génère un certain nombre de paradoxes de notre activité, c'est-à-dire que si on considère que le paysage s'est aménagé à peu près partout, par tous, que c'est une image globale que l'on contribue tous en fait à fabriquer, comment nous, paysagistes, pouvons avoir prise en fait à l'intérieur de ça. Comment peut-on orienter cette image? Voilà, c'est une des questions. Comment peut-on l'orienter en agissant sur des objets sur lesquels on n'a pas prise, alors qui sont les projets individuels, mais aussi la nature, qui se développe à son rythme, sans avoir forcément non plus pris sur la gestion quotidienne, l'économie et des systèmes, etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas développer tous les paradoxes de notre profession, mais ces paradoxes-là, en fait, vont faire que, heureusement, on ne s'est pas posé cette question-là, qui nous aurait rendu, on va dire, assez... qui aurait stérilisé assez longtemps notre production si on s'était posé cette question-là. Alors je vais essayer là de vous présenter, je vais vous présenter maintenant un projet qui aussi me tient à cœur, qui lui est à l'état de faisabilité à ce stade, et qui me semble en fait être peut-être un peu plus en adéquation avec les enjeux de ce que serait le paysage pour demain. Alors il s'agit en fait d'un projet sur une plaine agricole qui est la plaine de Montjean. Cette plaine agricole, elle est en fait située aux franges de Rungis, donc entre plusieurs autoroutes.
Il y a l'aéroport d'Orly qui n'est pas très loin, le mine de Rungis qui est ici. On a à côté, en fait, donc ce terrain-là, donc on a une vallée avec un ruisseau urbain, une fois de plus, avec son régime torrentueux et pollué à faible débit. Les serres de la ville de Paris, la ville de Rungis, un ensemble de bureaux qui représente à peu près 20-25 000 emplois qui est géré par ICAD, le mine de Rungis, 3 autoroutes, la 6A, 6B, enfin même 4 d'ailleurs, A6A, 6B, la 86, la 106, et pour couronner le tout, un petit coup de RER par derrière pour ceinturer tout ça. Ce qui fait que ce terrain-là, aujourd'hui, est à peu près, on va dire, inaccessible aux engins agricoles traditionnels. Donc la question s'est posée depuis un certain temps de l'urbanisation de ce secteur, ou plutôt de l'avenir de ce secteur. Donc là, on est sur les franges de ce terrain-là. C'est une butte qui s'appelle la butte Cacao. Là, on est aux franges de Rungis, donc vous voyez cette plaine à gauche qui s'ouvre avec ses horizons, et des champs qui viennent jusqu'à ras, en fait, des habitations de Rungis. Là, on est plus loin, le long du Rue, en fond de vallée, on voit en fait la ville de Rungis au loin. Ici, on voit donc des champs blés, on est encore un petit peu plus loin. Là, la seule route d'ailleurs qui traverse cette plaine qui s'appelle la route des... la voie des jumeaux. Et puis une ancienne ferme qui est ensuite devenue une résidence aujourd'hui, qui entre-temps a été achetée par la ville de Rungis. Là, on est devant cette ferme, on regarde Rungis. Et puis, voilà, l'état, on va dire, de l'accès pour les engins agricoles de ce secteur-là, donc passer par-dessous des autoroutes dans des endroits assez improbables, qui ne sont pas non plus très amènes d'ailleurs pour les piétons et les cycles. Donc cette plaine est ici, le rue de Rungis est là, il va rejoindre ensuite tranquillement, en traversant Vissou puis Fresnes, il va rejoindre la Bièvre. Et que faire en fait finalement de cette plaine. Donc ici on voit le relief avec la vallée du rue de Rungis. Alors en fait très longtemps il était question d'urbaniser la totalité de ces 40 hectares et puis finalement avec le maire de Rungis et les habitants, il y a eu une concertation avec les PAORSA qui a été assez rugueuse d'ailleurs, de façon à limiter finalement l'urbanisation sur les franges de ce terrain-là et de garder ce terrain pour un avenir qui serait un avenir agricole. Cet avenir agricole va donc donner lieu à une programmation. Donc l'idée, c'est que donc il y a bien un secteur de construction résidentielle aux franges, un parc public géré pour l'essentiel par des exploitants privés, puisqu'on serait dans une activité agricole, mais qui serait un lieu à visiter, à voir, où on peut se promener. Donc un parc, en fait. Un parc, c'est pas que des espaces entièrement publics, c'est souvent beaucoup d'espaces fermés à l'intérieur d'un parc. Un zoo, par exemple, peut être à l'intérieur d'un parc. La différence entre un parc et un morceau qui ne serait pas un parc, c'est qu'à l'intérieur d'un parc, les systèmes sont composés entre eux, donc une fois de plus posés ensemble. Les exploitations donc, seraient accueillies dans ce parc. Alors au départ, il y avait l'idée de faire du maraîchage, mais du maraîchage traditionnel. Et nous, on est arrivé là-dedans en disant, mais attendez, on peut peut-être regarder les choses différemment et plutôt parler de micro-fermes. Parce qu'une exploitation de maraîchère, c'est plutôt 5 hectares. Alors que si on parle de micro-fermes qui seraient basées à la fois sur l'expérience des maraîchers de Paris du 19e siècle, alors il y a un bouquin qui est libre de droit en fait, sur Internet, que je vous invite à lire, qui est le manuel pratique de la culture maraîchère de Paris, donc rédigé par 2 maraîchers de l'époque, 1845, donc Moreau et Daverne. Voilà, et c'est également basé en fait sur des exploitations plus contemporaines, en particulier ce que tout le monde connaît aujourd'hui, la ferme du Bec et Loin, qui était d'ailleurs notre consultant au sein de l'équipe sur ce sujet-là. Le principe des micro-fermes, en fait, ça repose sur le constat que lorsque l'exploitation agricole n'est plus mécanisée,
Le sol peut être plus facilement aggradé et adapté à la production, c'est-à-dire qu'on peut lui donner du relief. Et puis, à partir du moment où on cultive à la main, on peut avoir une culture beaucoup plus intensive. On peut associer en fait les cultures ensemble. On peut associer les variétés, les espèces. Et donc, il y a une étude de l'INRA qui s'est penchée sur la production de la ferme du Bec et Loing, qui a démontré que sur 1000 m² de surface utile, il était possible en fait de tirer un revenu suffisant pour une activité. Je reviens juste quand même sur les maraîchers parisiens. Dans Paris intramuros en 1845, on avait 1800 marais sur 1400 hectares. Donc chaque marais occupait un peu moins d'1 hectare. C'est pour vous dire l'ampleur de... Donc c'est Haussmann évidemment qui, paix à son âme, qui a viré tout ça, qui a récupéré la terre et qui a fait en sorte qu'ensuite on puisse, avec cette terre-là, planter les arbres des avenues parisiennes. Le deuxième principe de système d'exploitation consiste à diversifier en fait les productions, non seulement donc au sein de la parcelle, mais à l'échelle en fait d'un ensemble pour multiplier les biotopes. Donc on est parti sur l'idée qu'une micro-ferme type se constituerait de 2 parcelles de 5000 m², une qui serait en maraîchage et une autre qui serait en production complémentaire pour le maraîcher, le porteur de projet, de façon à ce qu'il puisse en fait solidifier aussi son modèle agricole, le rendre plus résilient, c'est un mot à la mode, et qu'il puisse donc finalement travailler un peu plus sereinement, et avec l'idée donc que ces productions complémentaires on y reviendra, seraient complémentaires à l'échelle du site. Alors, il y a aussi l'idée que ici, en fait, la partie basse du site, qui est en fait au contact ici du rue de Rungis, resterait plus ouverte, et que la partie haute, qui elle a une réserve utile, une réserve en eau utile plus faible, serait plus en bocage, et que donc les micro-fermes seraient plutôt sur la partie haute, et qu'on aurait un autre type d'activité qui est plus extensif dans la partie basse, donc notamment avec peut-être de la production de plein champ de légumes ou pourquoi pas de l'élevage de plein champ sur cette partie-là. Alors, pour pouvoir installer ça de façon sereine et que ce soit entre guillemets regardable, donc on a proposé effectivement d'établir un système bocager sur la partie haute du site, sur cette partie ici. D'une part, donc pour augmenter en fait la réserve utile du sol, puisque les arbres avec leurs racines vont remonter, vont tirer en fait l'eau vers la surface en période de sécheresse. Et donc en fait les bocages, il y en a plusieurs formes. Il peut y avoir du bocage haut, du bocage ras, du bocage forestier, etc. Et c'est pas une forme de bocage. Le bocage n'est pas une forme complètement étrangère au paysage de la région Île-de-France, comme le montrent les images en bas. Alors, in abstracto, voilà ce que donneraient des parcelles de 5000 m² sur ce site. Les circulations piétons ici, donc les promenades, les circulations publiques seraient en fait sur la partie ocre et donc traverseraient le site en s'accrochant à la ville. Cependant qu'on aurait en fait un autre système qui viendrait s'installer, qui est un système en fait de desserte technique des parcelles, par l'arrière en fait des parcelles, de façon à ce qu'on ait un système d'exploitation différencié à l'échelle du site. Donc le bocage, ce système de chemin nous permet par exemple d'installer au sud du bocage plus haut, qui fait donc moins d'ombre sur les parcelles qui sont éclairées au nord. Je rappelle aussi que ce terrain est très très bien exposé. D'une part, la terre est bonne, et en plus il est très bien exposé vers le sud. Et on peut imaginer que du coup il va y avoir du bocage plus ras de l'autre côté en fait des chemins et entre les parcelles, donc côté où ils peuvent faire de l'ombre. Donc le bocage ras, c'est plus du noisetier, c'est plus peut-être des petits fruits, des pruniers, des choses comme ça, qui peuvent être maintenus à 3, 4, 5 mètres. Donc la configuration des chemins pourrait être celle-là. Donc ça c'est la voie des jumeaux et donc un sentier un peu traditionnel.
Le système d'alimentation en eau est aussi un système très important. Donc là, on s'est basé sur l'alimentation pour partie par le Rudringis. On propose de créer en fait des bassins en partie basse, donc avec les bassins les plus visibles qui marneraient le moins, hein, puisqu'il faut beaucoup d'eau en fait, enfin moins d'eau que dans un système maraîcher traditionnel, mais quand même il faut de l'eau. On a vérifié, on a expertisé en fait les capacités du site. On est quand même largement au-delà en théorie de ce qu'il y a besoin en eau pour le site. Donc on aurait des bassins ici qui marneraient, des bassins hauts qui marneraient un peu moins. Ensuite, sur ces bassins, il y aurait des panneaux photovoltaïques qui alimenteraient en électricité des pompes. Ça tombe bien puisqu'on a besoin d'eau plutôt quand les jours sont longs et qu'il y a du soleil. Et qui remonterait en fait l'eau en haut du site dans un réservoir perché qui ensuite viendrait se redéverser en fait gravitairement pour réalimenter en fait un système un peu humide ici. On a travaillé avec donc l'urbaniste Claire Shorter qui travaille sur ce site pour travailler finalement à l'envers de ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire que là, d'habitude, on essaie de faire en sorte que ce type les eaux pluviales de ces quartiers-là soient réinfiltrées. Ben là, on va plutôt travailler à l'envers, c'est-à-dire qu'on va essayer justement de faire des espaces publics étanches pour ramener l'eau justement dans ce système-là, pour réalimenter en fait et optimiser l'eau à disposition. Et puis, dernier point, on a aussi une ressource très importante en fait, qui suffirait à elle seule à alimenter le site, qui est en fait tout ce réseau de sources naturelles qui existe en fait au contact de la nappe de Brie, qui vient en fait se déverser juste ici, puisqu'en dessous on a là les marnes et au-dessus on a un terrain plus drainant. Alors ensuite, gravitairement, on aurait en fait un système qui viendrait alimenter toutes les parcelles, et puis on aurait un petit peu d'espace humide le long des chemins. Donc on a aussi réfléchi à la taille de ce qu'il faudrait pour exploiter en fait ça, donc des serres, un petit hangar, un bungalow pour avoir un bureau, etc. Mais aussi des sanitaires. Il y a aussi un peu de réseau à ramener là-dedans. Il faut de l'électricité, il faut de l'eau potable, il faut aussi du téléphone. Donc c'est des réseaux assez légers. Et puis, donc voilà l'image avec en blanc le parcellaire qui serait finalement privatisable, et en couleur en fait ce qui pourrait être ouvert au public. Il n'y a pas besoin d'ouvrir beaucoup au public. Il y aurait ici quelque chose un peu dans l'esprit de ce qu'on a fait à Saint-Herblain. On concentrerait ici la pression anthropique, et puis là ensuite les promenades, etc. Dernier point, petit pôle ici de formation qui est envisagé par la ville. Le plan type d'une exploitation, les chemins de desserte, une petite plateforme de retournement. On regroupe en fait les différentes exploitations, bâtiments d'exploitation autour, le petit bungalow, le hangar, les serres. Voilà, il peut y avoir un petit bout de verger et le système de production avec la parcelle complémentaire. La parcelle complémentaire, l'idée c'est qu'on puisse trouver aussi de l'aviculture, de la cuniculture par exemple, l'élevage d'escargots et l'hiciculture, pourquoi pas des vergers à fruits ou à coques, ou des vignes aussi, pourquoi pas, ou des petits fruits, des pépinières spécialisées, donc biosourcées, plantes à parfum, etc. Donc tout ça, c'est un travail de programmation qui est, c'est pas que des idées en l'air, hein, c'est des choses où on sait que derrière il y a les filières pour valoriser en fait économiquement ces productions. Et donc voilà ici par exemple la coupe sur le chemin d'exploitation, le petit hangar, le bungalow, et puis le chemin bucolique dans la grande prairie. Voilà l'image globale en fait du site. Alors, ce qui se joue aussi, finalement, derrière ce projet-là, c'est quelque chose qui peut aussi se jouer à une autre échelle, à un autre temps. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été étonné du fait que les confins urbains qui sont au bord de la mer sont les plus beaux, alors que les confins urbains qui sont au bord des terres sont les plus moches. Il y a quand même une interrogation à avoir. Donc, c'est lié
notamment au fait que quand on est au bord de la mer, les horizons sont pérennes. Parce que la mer, c'est pas tellement plus beau que des champs, enfin pour moi. Et donc, on pourrait imaginer que, du coup, à l'instar des fronts de mer, si on fixait le trait de côte, et à l'instar du trait de côte, on fixait le trait de ville, ou le trait des champs, on pourrait imaginer que finalement, on pourrait se faire le long au bord des champs, donc au bord, au fond de la ville, qui est au bord des champs. On pourrait imaginer qu'on ait effectivement des fronts de mer, c'est-à-dire avec les plus beaux fronts bâtis, avec ce qui se passe au pied entre un front de mer, entre la mer et la ville. Il y a le front bâti, il y a des promenades, il y a des aménagements, il y a des plages, il y a des lieux de rencontre, il y a des lieux de convivialité, il y a des lieux de sociabilité extrêmement importants. On pourrait imaginer, au fond, que ce soit ça. Et là, c'est exactement ça, ce qu'on propose. Et ça pourrait effectivement se généraliser à des territoires beaucoup plus grands, qui permettraient d'une certaine façon de remettre pied à la fois dans la question du paysage, mais aussi de mettre un peu un terme à la question urbaine, un terme au moins, on va dire, territorial à la question urbaine. Et ça me paraît être, du coup, être un projet qui ouvre des perspectives qui sont des vraies perspectives sur ce que pourrait être l'action des paysagistes à terme. Mais en même temps, et donc je vais en arriver à ma conclusion, que j'ai un peu plus écrite parce que donc elle va être peut-être un peu plus laborieuse. En même temps, c'est aussi un des projets de paysage, mais c'est pas que la seule solution. Et donc j'en reviens donc à ma question initiale. Donc on a vu qu'il y avait deux acceptions en fait du paysage, la question de l'image sociale, qui est en quelque sorte virtuelle, et puis qu'on a des morceaux de territoire aménagés qui sont finalement des morceaux réels, concrets. Mais ça, c'est la même chose pour tous les arts. C'est-à-dire que quand je parle par exemple de la peinture d'une époque, rencontre d'une société, elle rend compte aussi d'une image sociale. Mais la peinture, elle peut aussi donc se décliner de différentes manières. On peut parler de la peinture de genre, la peinture d'un artiste, la peinture d'un groupe, etc. Mais la peinture, c'est aussi des objets. Donc on peut en extraire des éléments qui sont simplement des éléments concrets. C'est de la peinture. On peut dire telle peinture, telle œuvre. Donc on peut dire la peinture et on peut dire cette peinture. C'est-à-dire qu'on peut dire la peinture au sens image sociale et on peut dire cette peinture au sens un objet que je peux étudier à part. Donc on peut extraire des éléments concrets de cette notion-là. Mais c'est vrai pour la sculpture, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai en fait en réalité pour tous les arts. Mais comme pour tous les arts, il y a aussi encore une autre dimension. C'est-à-dire que si je parle de peinture, je peux parler, le mot peinture vient à la fois, on va dire, caractériser l'image sociale qu'a produite la peinture à un moment, l'objet peinture et l'action peinture. Je fais de la peinture. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus, nous, paysagistes, on a tendance à dire « je fais du paysage ». Chose qui nous venait à peine à l'esprit il y a encore pas si longtemps. Donc on peut dire « je fais de la sculpture », on peut dire « je fais du cinéma », voilà. Alors si le paysage était un art, finalement, on pourrait lui donner aussi cette triple acception qui consisterait à dire que le paysage, c'est à la fois un système qui rend compte d'une production sociale. Le paysage, c'est aussi un système de production à l'œuvre sur des territoires particuliers. Et le paysage, c'est aussi une pratique, comme, par exemple, au hasard, faire du paysage. Alors, si le paysage est un art, alors c'est un art partagé, puisque c'est un art nécessairement fait à plusieurs. Mais certains arts sont collectifs. Le cinéma, la danse, les arts de la scène, l'architecture sont des arts collectifs. Pourquoi le paysage ne serait-il pas un de ces arts collectifs? Et si le paysage est un art, ce serait même plus qu'un art collectif, ce serait un art social. Parce que toute la société le fabrique, en plus que pour les autres arts. Et si le paysage est bien un art, alors faire du paysage ne consiste pas à produire le paysage. Pas plus que faire de la sculpture
ne produit la sculpture. C'est-à-dire que si je fais de la sculpture, si je fais une sculpture, je ne produis pas la sculpture. Donc si je fais du paysage, si je fais un morceau de paysage, je n'ai pas la responsabilité de produire le paysage. Si je suis dans un art, je ne fais qu'un tout petit morceau de cette partie-là qui peut être un exercice qu'on se donne. Donc comme pour tous les arts, pratiquer cet art, ça n'est pas le produire dans sa globalité. Faire du paysage, ça n'est donc pas faire le paysage. Comme dans tous les arts, le pratiquer en produisant une toute petite partie, une peinture, un film, un spectacle, c'est déjà faire œuvre dans cet art. Si le paysage est un art, alors faire un morceau de paysage, c'est déjà faire du paysage. Quelle qu'en soit l'échelle, quel qu'en soit le lieu. Mais comme en peinture ou en sculpture, être un artiste, être peintre, être sculpteur, ça n'est pas que faire des peintures ou des sculptures. C'est avant tout chercher à faire démonstration. Ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles pratiques, c'est offrir de nouveaux horizons. Ce qu'on attend d'un peintre, ce qu'on attend d'un sculpteur, c'est qu'il nous émeuve, c'est qu'il nous produise en fait du sens, des choses qui nous révèlent, des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas. Et donc si le paysage est un art, alors nous, paysagistes, devons donc rechercher l'exemplarité. Nous devons toujours essayer de faire démonstration. On n'attend pas d'un peintre qu'il fasse de la peinture industrielle ou répétitive, mais qu'il fasse démonstration dans son art. C'est comme ça que les paysagistes ont ouvert des voies, développé un exercice, montré de nouvelles méthodes, exploré de nouveaux domaines depuis à peu près une petite cinquantaine d'années. C'est comme cela qu'en faisant somme toute peu à l'échelle du paysage, qu'ils ont fait beaucoup pour lui. C'est comme cela en faisant démonstration qu'ils ont répondu au mandat social qui leur a été confié. Et pour revenir sur mes propos liminaires, dans ces conditions, si le paysage est un art, alors peut-être qu'à travers le parc de la Savèze, j'ai fait œuvre de paysage. Peut-être que si la plaine Montjean est un jour réalisée, j'aurais là aussi fait preuve de paysage. Peut-être aurais-je été aussi un artiste social. En réalité, depuis quelques décennies, sans assez le revendiquer, la plupart des paysagistes pratiquent cet art, en particulier les paysagistes de l'école française, sont justement reconnus pour leur capacité à explorer des pistes nouvelles, ouvrir des voies pour le paysage, faire démonstration pour de nouvelles pratiques, être exemplaires dans leur production. N'est-il pas temps que nous revendiquions cet art, que nous pratiquons cet art que nous pratiquons, cet art pour lequel nous avons été formés, pour lequel nous avons reçu un mandat social, cet art social dont nous sommes les médiateurs. Plus généralement, le paysage ne doit-il pas être reconnu comme un nouvel art, comme un art d'un nouveau genre, comme un art social, peut-être même comme le premier art social. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour, donc, je m'appelle Isabelle Borlos. J'aurais aimé savoir dans le deuxième projet que vous avez présenté, surtout dans le schéma des micro-fermes, est-ce que vous avez essayé d'associer plutôt arbres et culture plutôt que de faire des parcelles d'un côté de culture et de l'autre des arbres? Alors, sur ce projet-là, bon, déjà un tout petit mot, c'est que l'Agence des espaces verts d'Île-de-France porte ce projet. Il y a eu un petit souci de gouvernance parce qu'avec la nouvelle présidence de région, ils n'étaient pas forcément effectivement dans une vision aussi partagée de la nécessité d'aménager ce territoire comme on l'a imaginé avec la mairie de Rungis. Ce qu'il faut savoir aussi sur ce territoire, il y avait 4 acteurs importants. Donc il y a l'État, l'EPA-ORSA, qui est partie prenante de ce projet et qui est pour le développement de ce projet. Il y a la région Île-de-France qui était pour et qui l'est un peu moins, mais qui, semble-t-il, est en train de redevenir pour. Il y a le département du Val-de-Marne qui est intéressé également et la ville de Rungis au premier chef qui est mobilisée pour sa réussite. Alors, concernant l'association des arbres, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est faire des parcelles qui permettent d'avoir le plus de potentialité possible. Donc, le moins d'arbres possible, charge aux exploitants futurs, aux porteurs de projets. Donc, il y avait l'idée de lancer un appel à projet fin 2017. Ça va certainement prendre un peu de retard. C'est un projet qui ne coûte pas très cher. On est à peu près à 6 millions d'euros, y compris les bâtiments d'exploitation du site.
Le foncier, ça coûte. Il est aujourd'hui maîtrisé en fait par les PAORSA puisqu'il était question de construire en fait ce terrain-là. Et donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est faire en sorte que les parcelles soient le plus libres possible d'usage. Alors ensuite, rien n'empêche effectivement, comme on l'a représenté sur nos dessins, que les porteurs de projets décident de venir planter davantage en créant un verger, en faisant un verger à coque, un verger à fruits, des petits fruits, etc. Autre chose, c'est que pour aggrader des sols comme cela, il faut 3, 4, 5 ans. On a une chance aussi sur ce terrain-là. Donc, en plus qu'on a, on va dire, la chalandise extraordinaire de ce site, hein, puisqu'on a ICAD, le comité d'entreprise d'Orly, enfin, etc. C'est monstrueux au niveau débouchés potentiels. On a aussi une entreprise qui s'appelle Cobater. Et Cobater, en fait, est spécialisée dans le recyclage le compostage, en fait, des déchets verts. Est en train de créer donc une filière bio. Et pourra donc alimenter, en fait, elle est juste à côté, en bas du site. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Avait été envisagé, c'est-à-dire vous parlez en effet d'utilisation et d'optimisation des terres. Et bon, il y a certaines études donc, que l'INRA a menées, par exemple, qui a démontré que si on associait, mettons, du chou et des noyers, on avait plus de choux, etc. Alors ça n'a pas été développé, mais ça pourrait l'être développé sur l'Agro-Vallon. Donc on a montré sur l'Agro-Vallon, par exemple, il y a quelques arbres qui se promènent ici ou là, que ce serait quand même assez intéressant qu'on ait en effet des repères dans l'espace pour donner notamment des dimensions à cette étendue qui est assez importante. On ne l'a pas développé parce qu'en en fait, on n'est pas dans un modèle agricole. On est dans un modèle de permaculture. Alors la permaculture, c'est quoi? Moi, c'est un mot qui m'énerve parce que c'est rien d'autre que ce que faisaient nos grands-parents avant de savoir qu'ils faisaient bien. En pensant d'ailleurs, en étant culpabilisés sur le fait qu'on leur disait qu'ils faisaient mal. Voilà, donc on est plutôt dans ce modèle où on sera micro-mécanisé au mieux, peut-être avec de la traction animale, et a priori plutôt dans un système d'exploitation manuelle. Et donc, comme il y a présence du public, j'imagine que vous êtes en bio aussi sur la plupart des parcelles. Alors, c'est a priori tout sera bio. Oui, ça, je vois pas aujourd'hui. Je vois pas qui va se lancer là. Non, mais je vois pas qui va se lancer aujourd'hui dans un appel à projet comme ça en étant bio. Ce qui est intéressant en fait. Alors sur les permaculteurs, aujourd'hui il y a deux types de permaculteurs. Il y a le genre dreadlocks et pull en laine. Alors celui-là, c'est pas celui qu'on vise. Et il y a ceux qui sont dans les appels à projets, notamment par sculpteurs et autres, qui sont en fait CSP+, donc cadre supérieur, en reconversion, qui sont des gens qui cherchent aussi bien à avoir les avantages de la ville que la vertu de la campagne. Et donc ce qu'on imagine, c'est plutôt les porteurs de projets, donc, qui sont ceux d'ailleurs qui suivent les cours de la ferme du Bec et Loin dans les séminaires, etc. Donc c'est eux qui nous ont dit qu'ils ont des profils qui sont intéressés par ça. Et ces profils-là sont des gens qui sont... Donc, la ville de Rungis va réserver en fait des logements dans son parc social de façon à ce qu'ils ne résident pas sur place, parce qu'il y a hors de question de créer en fait un faux lotissement en réalité. Et ils vont en fait s'installer sur place et ils pourront, en s'installant par exemple, avoir un conjoint ou une conjointe qui continue à avoir son travail en ville. Voilà, il y a le RER à côté, donc on peut avoir une multi-activité. On sait aussi que le modèle économique de premier temps en fait, de ces projets-là, ce n'est pas un modèle basé sur la production agricole dans un premier temps, puisqu'il faut aggrader les sols, il faut apprendre à domestiquer son climat, il faut apprendre à réfléchir avec son environnement. Donc tout ça, ça prend du temps. Et donc on sera probablement plus dans un modèle effectivement de transition qui joue à la fois sur... pourquoi pas un barnum qui permet d'accueillir en fait les fêtes de famille, voilà, l'été, le week-end, voilà, quelques tentes dans un coin, c'est pas très gênant. Voilà. Il faut être capable d'accompagner en fait cette mutation lente de ce territoire. Une petite question, les freins aujourd'hui sont où à ce projet ?
Alors les freins sur ce projet aujourd'hui, c'est la gouvernance. Le maire de Rungis est à fond pour, il rachète les terrains. L'EPA-ORSA a cédé les terrains à la région, donc ça c'est acté. Il reste quelques problèmes juridiques à régler pour en fait, non pas exproprier, puisqu'on n'est pas dans ce cadre-là, mais supprimer les baux ruraux des quelques agriculteurs qui dorment. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans ce système-là, si un jour on fixe le trait de ville, comme on fixe le trait de côte ou le trait de terre, pour faire des fronts de terre, alors à ce moment-là, les agriculteurs vont arrêter de roupiller sur leurs terrains qui sont aux confins des villes en attendant d'avoir la ronde foncière qui leur permettra de se payer la retraite. Et ils vont valoriser forcément cette proximité-là. Donc ce projet-là, en fait, anticipe ce système de valorisation qui serait dans un rapport, on va dire, vertueux entre la ville et sa campagne. Donc les freins aujourd'hui, ils sont aussi financiers, puisque vous êtes tous au courant que les collectivités territoriales n'ont pas voulu croire que l'État allait leur supprimer 10 milliards d'euros en 2015, 10 milliards supplémentaires en 2016 et 10 milliards supplémentaires en 2017. Donc comme ils n'ont pas voulu anticiper, on est un peu dans le dur en ce moment, tous les uns et les autres d'ailleurs. Bonjour, Daphné Charles, paysagiste. Juste une question encore très pratique. Comment serait la forme d'exploitation? Un bail rural, un bail commercial, un leasing? Alors, ça, il y a plusieurs hypothèses. Il y a effectivement la question du bail rural, mais c'est un problème en fait à ce moment-là donc on a plusieurs hypothèses, je ne sais pas en tête, parce que là c'est vraiment très technique. On a travaillé avec la SAFER là-dessus. Bail rural, ça c'est une des solutions. Le problème c'est en cas d'éviction, de faillite, etc. Tout ça, ça pose problème. Donc la transition de la propriété est assez compliquée. Donc dans un premier temps, c'est pas forcément un bail rural. Ensuite, il peut y avoir une mise à disposition. Donc ça c'est un deuxième système. Donc avec une convention d'occupation sur un terrain qui est mis à disposition, donc avec des règles d'occupation. Et alors il y en avait un troisième, et j'ai oublié là. Je suis désolé. Mais je pourrais te mettre en contact avec les gens de la SAFER si ça t'intéresse. Béatrice Julien Labruyère, alors un grand merci pour cette expérience de paysage ce matin, parce que tu nous livres à la fois toute une production personnelle et en même temps une posture collective aussi. Et c'est vraiment intéressant dans le cadre de ces expériences de paysage de pouvoir effectivement diffuser toutes ces postures collectives. Et du coup, effectivement, par rapport à la notion d'art du paysage et finalement aussi des productions que tu es en train de faire qui sont assez innovantes sur agro-urbanisme ou des choses comme ça, ou des concepts comme ça. Le mot innovant, en fait, pour toi, qu'est-ce qu'il évoque ? Je parlais de l'idée de faire démonstration, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, moi je m'interroge sur les paysagistes qui font des études, par exemple sur les études sur l'éolien. Je ne vois pas ce que des paysagistes vont se compromettre là-dedans. Donc nous, il faut qu'on soit clair sur la notion qui est celle que j'essaie de démontrer, c'est qu'on ne peut pas agir sur la totalité du territoire, donc il faut qu'on soit en capacité en permanence d'être dans l'exemplaire. Alors, le mot innovation, ça peut être des innovations en termes de méthode, ça peut être des innovations en termes d'attitude, ça peut être des innovations en termes de résolution. Peu importe. Ce qu'on doit faire, c'est à chaque fois qu'on nous soumet un projet, c'est qu'on doit faire un pas de plus vers une ambition qui est nécessairement collective. J'ai pas dit non plus que finalement, je me demande, moi, aujourd'hui, si la notion de paysage n'émerge pas au moment où le paysage était un système de production collectif, même si c'était pas un système de production global, c'était un système de production collectif, au sens où il y avait des collectivités, des collectifs qui travaillaient ensemble et qui basculent un moment dans un système de production individuelle. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour le paysage audiovisuel. Je n'ai pas dit non plus que finalement, c'est quand même assez étonnant que dès qu'un domaine social se met à évoluer, on utilise spontanément le mot paysage. Je veux dire, le paysage institutionnel. Les institutions vont évoluer, elles sont fixes depuis 50 ans. D'un seul coup, le mot paysage institutionnel arrive. Paysage bancaire. Ah oui,
suppression des agences, paysage médiatique, les journaux sont en crise, etc. Donc le mot paysage arrive, effectivement, émerge dès qu'il y a une crise. Voilà. Sauf que pour le paysage, je pense que c'est plus profond que ça, et c'est plus lointain que ça, c'est-à-dire que c'est la décollectivisation des actions sur le paysage qui devient un système en fait, de production individuelle qui à un moment fait émerger la notion de paysage peut-être plus que la crise elle-même. Voilà. Mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à l'innovation, mais je pense que notre devoir, c'est d'être tout le temps à la recherche. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Je lance la balle parce que tu as parlé de ton parcours individuel et de l'école de Versailles. Oui. Donc maintenant tu poses une position d'art social pour le paysagiste, etc. Et donc ta vision de ce que devrait être maintenant la formation du paysagiste, après celle que tu as connue. Alors, en fait, toute la difficulté, c'est que on a, une pratique qui est, qu'on va dire, descendante, c'est-à-dire que on pense, et puis après, il faut que ça atterrisse. Donc, c'est pas parce que je fais un joli dessin que ça atterrit. Hein. Donc déjà, il faut être un peu, on va dire, matiné d'expérience pour être capable de savoir que c'est pas seulement en dessinant que ça fait du projet. Donc déjà, il faut commencer par expliquer aux élèves que faire du projet, ça n'est pas faire du dessin. Faire du projet, c'est faire du dessin dont on pense la façon dont il va se réaliser. Donc c'est être nécessairement dans la question de la construction et des outils à mobiliser derrière le dessin pour qu'il atterrisse. Aujourd'hui, en fait, il y a différentes façons de transformer le paysage. Il n'y a pas que la façon du projet au sens traditionnel, comme on l'entend, c'est la maîtrise d'œuvre. Il y a aussi la question de nouveaux outils à inventer pour que, par exemple, on puisse faire de la planification un peu fertile ou de l'animation un peu productive. Voilà. Et donc, en fait, on a aujourd'hui des outils qui sont assez bien fléchés sur accompagner la maîtrise d'œuvre depuis le dessin jusqu'à l'atterrissage. Et il faut en permanence essayer de se repositionner sur la question des nouveaux outils et des outils qui évoluent d'ailleurs. Ils n'arrêtent pas d'évoluer, nos outils, depuis la création de notre métier dans les années 70. Donc ça, c'est déjà une vigilance qu'il faut avoir et un discours qu'il faut mener par rapport aux élèves. L'autre chose, c'est que donc notre production est descendante, mais notre compétence est ascendante. C'est la difficulté, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a commencé par faire un petit bout de cour, un petit bout de jardin, qu'on nous a confié la place qui était à côté, etc., qu'on arrive petit à petit à travailler en fait, à l'échelle du territoire. Et ce n'est pas par destination. Et donc toute la difficulté, c'est que, évidemment, tout le monde ne va pas commencer par tout en bas de l'échelon des échelles pour finir en haut, mais simplement d'apprendre à être assez vigilant sur le fait que ce n'est pas par destination qu'on va travailler à l'échelle du paysage. C'est aujourd'hui plutôt par excès de compétences. C'est parce qu'on a su faire démonstration aux échelles inférieures qu'on est amené à intervenir sur des échelles supérieures, mais qu'il y a un moment, on ne va pas tout recommencer par en bas. Donc il faut se poser la question, effectivement, du partage du savoir, du savoir-faire. Donc d'ailleurs, merci pour ces expériences de ce point de vue-là. Donc après, la question des programmes pédagogiques, elle vient un peu derrière, mais c'est plus une vision, on va dire, de notre métier et une revendication et d'être tout le temps sur l'exemplarité. Si on quitte l'exemplarité, si on se met à être on va devenir que des designers de trottoir. Hein. Voilà. Alors je vous invite tous à venir boire un verre à l'extérieur.